vous savez, j'ai le sentiment d'avoir été plutôt conciliant avec cette saison 3 jusqu'à présent, en me rendant compte que même s'il y a beaucoup de grossièreté, de trucs un peu insultants, en termes de cohérence, de respect de ce qui a été fait avant, etc., j'arrivais quand même à voir que ça a essayé de faire quelque chose de bien, de raconter quelque chose de vraiment pas mal. Mais il y a un moment donné où je peux plus trop tolérer qu'on me prenne pour un con quand ça atteint un stade de ce niveau-là. Et on l'a atteint dans cet épisode, hein, qui a des moments qui sont pas mal, mais des foutages de gueule beaucoup trop gros pour que j'accepte ça. Et c'est parti, on va parler de ça, on va avoir deux histoires parallèles. La première avec Mendoza, Sancho et Pedro, parce que oui, attention, révélation du grand cliffhanger de fin de l'épisode précédent. Et ben, les personnes qui approchaient, c'était Sancho et Pedro, qui faisaient les guignols en étant poursuivis par leur dromadaire. Et à nouveau, c'est de la grosse débilité profonde, hein, du foutage de gueule bien gras, par rapport au fait que je vois pas déjà comment ils ont pu avoir une carte qui indiquerait l'endroit vers lequel se dirigerait Mendoza, et le fait est qu'ils aient une bonne grosse journée de retard sur lui. Bref, c'est ultra méga forcé qu'il le rattrape comme ça, et ça ôte tout poids à leur scène de retrouvailles, qui, j'imagine, est censée être un petit peu touchante. Ils essayent de la jouer comme ça, mais ça n'a aucun poids parce que c'est n'importe quoi, ça vient complètement n'importe comment. Donc il y a en parallèle à cette histoire-là avec celle d'Esteban, Zia et Tao. Et on va commencer par l'intrigue autour de Mendoza et les deux Pecno parce que il n'y a pas grand-chose à en dire. Pas grand-chose. Donc ils sont accueillis dans une espèce de coin du désert qui appartient aux Bédouins. Et ils sont moyennement accueillis, c'est-à-dire que la plupart des gens sont tout à fait accueillants, mais leur chef, une espèce de vieux qui a des gros a priori, en grande partie par rapport au fait que, en général, les Portugais, etc., les gens qui viennent sont souvent des gens avides de pouvoir, de richesse du coin, et ça risque d'empiéter un petit peu sur leur terrain, donc il y a cette méfiance qui est compréhensible de sa part. En dehors de lui, tout le monde est relativement accueillant avec eux. Et à un moment donné, on voit que les machines volantes qu'on avait vues il y a 3 épisodes de ça pour sauver Mendoza et compagnie reviennent. Hein, parce que voilà, ils appartiennent aux gens du désert, ils s'en servent pour transporter des choses, etc., pour faire leurs besognes. Et voilà, ils en sont servis pour aider Mendoza et les deux autres. Ces trucs-là s'appellent FT, et donc quelques temps après, les FT font un petit rapport parce que ils ont vu un grand oiseau doré qui correspond à la description du grand condor dans l'oasis de je sais plus trop comment ça s'appelle, et ça interpelle Mendoza qui se dit ah ouais, c'est grave, les enfants sont sans doute en danger, vous pourriez pas nous donner 2 chameaux pour qu'on y aille. Malik leur dit non, malheureusement, à cause de la parole de notre chef, on peut pas vous aider et on peut pas vous vendre nos dromadaires, je dis chameaux, excusez-moi, nos dromadaires, parce que c'est des bêtes sacrées pour nous, et nous priver de ces bêtes, ce serait trop grave. Et juste un truc, tu pourrais pas demander genre à la fille qui manipule les FT là de t'amener là-bas. Est-ce que ça serait trop vous demander de faire ça? Parce qu'apparemment ils font leur patrouille un peu n'importe où. Tu pourrais pas leur demander en guise de bonne foi de faire ça? Non, 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 ils peuvent pas. Ils envisagent pas cette possibilité là. Ils se disent ça doit forcément être des dromadaires qui nous emmènent là-bas. Et donc étant donné que tout le monde est fermé à cette suggestion et que Mendoza est quand même très inquiet pour les enfants, il se dit on va piquer des dromadaires quand ils auront le dos tourné, ceux qui le font, mais ils se font vite repérer, il y a une course-poursuite, ils se font rattraper par Malik qui dit « Ah, notre chef avait raison, vous êtes des sales scorpions !» Et ouais, Malik, excuse-moi, mais t'as un petit peu saisi la détresse de Mendoza à ce moment-là. Je veux bien croire que tu te sens un peu trahi par ça, mais va pas croire que c'est un geste de fourberie ou quoi que ce soit. Il y a quand même eu des circonstances très atténuantes pour ça. Mais bon, cette intrigue se termine là et ouais, ça volait pas très haut. Je veux dire, c'était pas inintéressant de dépeindre un petit peu comment les habitants du coin voyaient l'arrivée de l'étranger. C'était pas mal ça, mais en dehors de ça, c'était
C'était plat, inintéressant. Il y a pas mal de décisions qui sont rushées. Le côté, comme par hasard, les machines ont trouvé la trace du grand Condor en faisant une petite patrouille dans le désert du coin. Ça, c'est du gros n'importe quoi de coïncidence, je trouve. Et ouais, c'est pour amener une espèce de conflit à la con que je trouve super superflu. Surtout qu'il reste que 3 épisodes avant la fin quand même. Hein, je suis pas sûr de moi, mais je pense quand même que d'ici la fin de la saison, ils veulent faire en sorte qu'ils trouvent la cité d'or du coin. Parce que je rappelle qu'il en reste 4 en comptant celle-là. Donc, à un moment donné, ce serait bien d'arriver à ce moment-là. Ça sent une fois de plus la cité d'or qui va être rushée. On va à peine à découvrir qu'elle va s'effondrer, évidemment. Donc, je sais pas que c'était une mauvaise intrigue de base, même si ça repose sur 2 grosses coïncidences bien grasses et insultantes, seulement superflues, et étant donné qu'il reste très peu de temps, j'ai le sentiment que ça ira pas très loin, ce sera pas grandement développé, et ce sera plus une perte de temps qu'autre chose. Enfin bon, parallèlement, on a Esteban, Zia et Tao qui se trouvent toujours à l'Oasis et qui, durant la nuit, essayent de se barrer parce qu'ils voient que c'est pas très accueillant dans le coin, que ça risque d'être plus problématique pour eux de se trouver là. Seulement en sortant de chez Jabbar durant la nuit, il y a Esteban qui se rend compte que, paf, la boussole réagit. Alors, je trouve ça assez dingue que sa boussole n'ait pas réagi avant, parce que ça réagit à un objet en auricalque du coin, hein, donc ouais, et je sais pas, cette boussole réagit quand le scénario en a besoin en fait. Il y a plusieurs moments où la boussole d'Ambrosius aurait dû réagir, elle n'a pas réagi parce que merde, besoin scénaristique, on a besoin qu'il sache pas certaines choses. Ça, c'est du foutage de gueule bien profond, ça. Et là, il fallait qu'elle réagisse pas avant, alors qu'elle aurait largement dû réagir bien avant, mais maintenant. Donc ouais, ça conduit Tao Estebanezia devant une porte, gardée par une panthère, et ça force Zia à faire son petit pouvoir de maîtresse des animaux, comme quoi elle l'apprivoise très vite, et elle a une clé autour du cou, cette panthère, et grâce à ça, ils arrivent à ouvrir la porte. Voilà, Zia est surcheatée comme d'habitude, et en ouvrant cette porte, il tombe sur un débarras, enfin un entrepôt de divers objets, dont un conteneur assez volumineux qui contient les voiles de Ranaori, je sais que c'est le titre, j'arriverai jamais à m'en souvenir, il me semble que c'est ça, Ranaori, qui donc sont censés les mener vers la cité d'or. C'est une chance! Une putain de grosse chance, dites-moi! Comme par hasard, le type vers lequel ils se sont rendus sans savoir trop pourquoi possédait ces voiles en question dont ils ont besoin pour se rendre auprès de la cité d'or. Et c'est vraiment un gros coup de chat. Un gros putain de coup de chat. Ils avaient aucune idée de ça. Je suis conscient que des fois on doit forcer un petit peu certaines choses pour que le scénario aille où on veut qu'il aille. Des fois, c'est un petit peu une obligation, surtout quand on est pris par le temps, qu'on doit écrire des épisodes à un rythme un peu soutenu. Je peux comprendre ça. Mais il y a une différence entre forcer un peu les choses et les forcer de façon aussi insultante comme ça, parce que merde, c'est une grosse coïncidence. Et c'est cumulatif avec tout ce qu'on a vu avant, depuis l'épisode 18, je crois, quelque chose comme ça, où comme par hasard, il faut que Gaspard se trouve au même endroit, qui joue un rôle. Les coïncidences n'arrêtent pas de s'enchaîner, et c'est chiant. C'est chiant de baser votre récit uniquement sur des putains de grosses coïncidences qui s'enchaînent. C'est pas comme ça qu'on écrit un bon scénario, merde. Donc ouais, ils essayent de piquer les voiles en les gardant dans son gros conteneur bien qui doit être pas pratique à porter, mais bon, on prend le tout, hein. Ils essayent pas de la lire tout de suite, la voile ou quoi que ce soit, mais ils se font repérer par Jabbar qui les enferme. Alors, juste un petit truc au passage, pour l'instant il est tout seul avec sa panthère. Et pourtant, les enfants essayent rien. Parce que bon, techniquement, la panthère de Jabbar leur ferait rien, puisque Zia est là, elle m'a doué. Et je sais pas, c'est un mec seul, tout de suite. On le voit avec aucun garde ou quoi que ce soit, donc
Il aurait pas pu essayer quelque chose. On montre pas ça, on dit juste, paf, ils sont enfermés juste après. Et en étant enfermés juste après, il voit venir la nef d'Ambrosius qui se rend là. Il y a Esteban qui fait le débile profond en disant, ah, mais comment se fait-il qu'il soit ici alors qu'on lui a pris sa boussole? Vous avez dit vous-même dans l'épisode précédent qu'il viendrait très certainement là parce qu'il avait prévu quelque chose avec ce type. Merde! Ça devrait pas te surprendre si tu devrais te dire oh merde il est arrivé maintenant, j'aurais espéré qu'il vienne plus tard ou un truc comme ça. Non, faut pas te dire comment se fait-il qu'il soit là. Tu sais pourquoi il est là, vous en avez discuté dans l'épisode précédent. Fou. Donc ouais il arrive, alors il est très intimidant envers Gaspard à nouveau, il lui passe un savon, ça je m'en doutais bien que ça allait arriver. Et j'aime bien la petite dynamique entre lui et Gaspard, sur le coup, hein, par rapport au fait que Gaspard ose pas lui répondre, il obéit en disant oh, d'accord monsieur, parce que Zarès, faut dire ce qu'il est, il est imposant. Donc il se rend auprès de Jabbar en tant que Zarès pour lui acheter son voile, parce qu'en fait il a fait en sorte qu'il recherche les voiles de Ranaori. C'est là que ça me... Il y a un petit problème là, parce qu'ils vont pas plus loin que ça. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment qu'ils développeront ça plus par la suite. Il a demandé à Jabbar de faire des recherches sur le voile de Ranaori. Alors que on l'avait montré avant dans la saison 2 qu'il savait pas parfaitement lire le langage du peuple de Mu, mais maintenant si. Donc maintenant il sait. Donc il a demandé ça il y a un certain temps, donc quand il a eu l'occasion de lire les inscriptions, mais c'était avant l'arc qu'on a vu avec le Maharaja, etc. Forcément, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de lui parler entre-temps. Donc il était au courant pour ça, et comment ça se fait qu'il ait viré la stèle sur le mur du temple mémoire seulement à ce moment-là, alors qu'il savait pertinemment qu'il y avait ça? Et si de toute façon il voulait que Tao voie ça, il aurait pu... Oh punaise, ça n'a aucun sens. Quand j'y réfléchis, ça n'a aucun sens. Vous mettez en place les trucs sans savoir le sens qu'ils vont avoir exactement, donc... Donc ouais, il lui a demandé de retrouver les voiles, ça veut dire qu'il savait, ou il a vu la possibilité, j'en sais rien, que les voiles se trouveraient peut-être pas dans la ziggurat d'Akkad. Ziggurat d'Akkad, qui au passage, si je me souviens bien, n'avait absolument aucun rapport avec les médaillons du soleil. Maintenant que j'y pense, ça n'a absolument aucun lien. C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu s'y rendre. Donc, s'il était déjà au courant pour ça, depuis un certain temps, s'il a demandé l'emplacement à Jabbar de rechercher ses voiles, ça veut dire qu'il savait qu'il y avait cette histoire de montagne de la Lune à rechercher. Comment se fait-il qu'on l'ait vu faire des recherches sur cet endroit précis seulement maintenant, sans avoir essayé de s'y rendre, sans avoir essayé de faire un peu de reconnaissance pour voir comment ça marchait dans le coin, sachant que vu la nature de l'énigme, faut dire ce qui est, c'était pas non plus quelque chose de très compliqué à décrypter. Faut avouer quand même les gars, mais non, il a pas essayé ça. Vous voyez, quand on met en place ce genre de truc, ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'aurait pu faire le personnage quant à ce qu'on montre de ce qu'il fait. C'est quelqu'un, Ambrosius, qui est sur le coup depuis des années et des années. Ça devrait pas être quelque chose qui devrait faire au fur et à mesure, au moment où on parle, surtout si c'est dans ce pays où il se trouve depuis un bon petit moment, où il dirige les choses depuis un bon petit moment. C'est le gros problème avec ça. Si c'était juste quelque chose qu'il a fait sur le moment, c'est-à-dire qu'il a appris le langage du peuple de Mu sur le coup, etc., vous auriez pu faire en sorte que, ok, la plupart des choses qu'il fait, il les fait sur le coup parce qu'avant il savait pas les faire. Donc ça aurait expliqué le fait qu'il savait pas exactement pour le temple, etc. Mais maintenant que vous amenez le coup de Jabbar, il lui a demandé à l'avance de trouver ses voiles, donc ça veut dire qu'il était déjà renseigné sur pas mal de choses par rapport à ça avant, ça fout tout en l'air. Ça fout absolument tout en l'air, en termes de logique. Et bien entendu, on n'explique pas comment il les a trouvés, ces voiles. Il a juste fait des recherches, il les a trouvés à un moment donné. D'autant plus que
Ambrosius n'avait pas la moindre idée d'où devraient se trouver, vers quels endroits devraient se trouver ces voiles dans l'absolu, puisque la seule indication qu'on ait eue sur l'endroit où devraient peut-être se trouver ces voiles, ça a été dans le petit message qu'on a vu rapidement dans le coffre sous les montagnes, la montagne de la Lune, qui n'avait pas été exploré avant, hein, sinon les dalles seraient déjà cassées là pour rapprocher le lion et le serpent, c'est toujours très con là, ce puzzle taquin de merde. Donc il n'est pas censé savoir grand chose sur ça. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il demande à quelqu'un de rechercher ses voiles alors que dans sa tête ça devrait être sûr qu'elle devrait se trouver sous la montagne de la Lune? Ça n'a aucun putain de sens! Ça n'a aucun putain de sens! C'est une façon complètement forcée d'amener vos voiles, alors que vous aviez une façon tout à fait acceptable de les amener avant. Je veux dire, elles se trouvent sous la montagne de la Lune, elles n'ont pas été piquées, voilà! Voilà! Et au moment où Esteban et compagnie se sont barrés, vous auriez pu faire en sorte qu'ils se barrent avec les voiles. Et... Putain. Il y avait pas grand-chose, je pense, à changer en mise en scène pour que ça se passe différemment, leur rencontre sous les montagnes, et de façon à ce que, je pense, au bout d'un moment, on se retrouve avec une situation similaire à celle que vous essayez d'amener. Mais je sais pas ce que vous avez voulu faire avec ça. La seule utilité pour l'instant qu'il y a à ça, c'est que il se trouve un endroit qui a pu être aperçu par les FT, des machines qui existent comme par hasard au passage, quoi. Hein. Ces mecs ont pas accès à des... normalement, de ce qu'on en a vu, ont pas accès à des technologies du peuple de Mu ou quoi que ce soit. C'est juste des mecs qui se sont inspirés du signe du soleil pour les représenter, c'est tout. Mais pourtant, malgré ça, ils arrivent à créer des putains de machines volantes. Et c'est déjà un peu forcé, je trouve, et comme par hasard, il fallait que enfin... Et donc, en fin de compte, la seule utilité de toute cette merde autour de Jabbar, c'est de trouver une excuse pour faire en sorte que Mendoza puisse retrouver leurs traces. C'est à peu près la seule utilité que je vois dans l'histoire. Hein. Alors, ça amène des trucs intéressants avec quelques bonnes scènes, mais globalement, en termes de scénario, ça n'apporte rien. C'est forcé. Surtout qu'il reste que 3 épisodes après ça. 3 épisodes, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore bien réglées par rapport à cette situation que vous mettez en place. Oh, ça va être tellement rushé la découverte de la Cité d'Or, ça va me gaver ça, je sens tout de suite. Donc ouais, ils se retrouvent, les 3 enfants, face à Zarès, livré par Jabbar, qui demande un extra pour son argent. Et donc il est plutôt content, Zarès, d'avoir un peu tout ce qu'il veut. Et vous savez quoi, plutôt que de leur prendre directement à la boussole qui leur a piqué ou quoi que ce soit, il réfléchit un peu, discute, etc. Et à un moment donné, Esteban essaye de jouer les petits malins en disant « Ah, les pièces qu'il vous a données, ce n'est pas de l'or !» Asia qui dit « C'est de l'oricalque, un métal banal !» Et elle a un peu raison, c'est assez banal. Dans le livre qu'on en voit tout le temps, hein, c'est vrai. Et donc ça amène une espèce de confrontation avec notre groupe, Jabbar qui vérifie leur dire, et c'est vrai, c'est pas tout à fait la même chose que l'or, même si tout le monde s'y laisse prendre, et donc il pourrait très certainement s'en servir pour payer tout ce qu'il veut avec ça. À nouveau, étant donné que c'est très similaire à l'or, à part le fait que ça ne fonde pas, je veux dire, il pourrait facilement s'en servir pour payer d'autres trucs, enfin bon, hein. Mais plutôt que de réfléchir à d'autres façons de voir ça, et il se dit ok, attaquez-les, malgré le fait que Zarès m'intimide complètement et qu'il a l'air super puissant, allez, attaquez-les. Et ouais, donc Zarès se défend bien et ça amène un morceau de combat que j'ai apprécié. Voilà, Zarès qui se défend, la Guerra qui se bat bien. Il y a même un moment plutôt fun avec Gaspard qui montre qu'il n'est pas totalement incompétent, que c'est un bon bretteur lui aussi quand même. Donc j'ai bien aimé ça, que ce soit pas juste un guignol dans ce moment-là, c'était cool. Le moment du combat était plutôt cool. Enfin bon, pendant ce temps-là, bien entendu, les 3 enfants en profitent pour se barrer, évidemment. Donc ils courent un petit moment pour sortir du palais et ils se font sauver de quelques gardes par la Guerra qui s'est faufilé je sais pas trop comment en dehors sans se faire remarquer par Zarès et qui leur dit de les suivre. Et les 3 enfants la suivent, malgré le fait qu'il devrait être beaucoup plus suspect envers elle qu'autre chose parce que elle travaille toujours pour Zarès.
Ils ont aucune idée de la relation qu'il y a entre elle et Mendoza, mais ils la suivent. Quoi? Alors, je sais même pas si c'est un retournement de veste de sa part ou pas, mais si c'en est un, déjà, je vois pas d'où ça sort. Parce que bon, la dernière fois qu'ils se sont croisés, il n'y a pas eu de grand lien affectif qui s'est créé entre eux. Et puis bon, Zarès l'a un petit peu sauvé de la chute dans laquelle les enfants l'ont entraîné quand même. Donc je vois pas pourquoi elle essaierait de les sauver à ce moment-là. Je sais pas, à moins que qu'on apprenne par la suite que Zarès a dit que maintenant il n'en avait plus rien à foutre et qu'il voulait les tuer, ce qui serait pas logique. Donc, donc je vois pas pourquoi elle retournerait sa veste à ce moment-là, il n'y a rien qui amène à ça, vraiment rien. Si c'est pour la faire virer du côté du bien à la dernière minute, il y a une chose qui s'appelle du développement logique de personnage pour ça. Soit, et à ce moment-là, je pense que c'est le plus logique, elle veut les attirer pour que elle les Arès aient la main sur eux. Et à ce moment-là, oui, les enfants sont complètement débiles de la suivre. Alors bon, ça se termine là. Punaise que c'était insultant. Il y a des bons moments, à nouveau le combat global contre les soldats de Jabbar était fun. Et quelques petits... le petit commentaire sur la perception des Bédouins sur les étrangers, l'arrivée des étrangers était intéressant sur le coup, mais en dehors de ça, avec punaise, qu'est-ce que vous forcez les choses? J'ai laissé passer ça, j'ai toléré ça pendant un bon nombre d'épisodes, mais là je peux plus tolérer ça, c'est beaucoup trop forcé. Le retour de Sancho et Pedro, le fait que comme par hasard on repère le grand Condor, les voiles, le retournement de la Guerra, des tonnes de trucs comme ça, c'est saoulant. C'est saoulant à quel point vous n'en avez rien à foutre de votre continuité. Et honnêtement, je vais pas aller plus loin que ça. C'était un épisode irritant et j'espère que ça arrivera à s'arranger par la suite, même si je sens que ça va être très rushé. A bientôt pour l'épisode 24. Bye.